C'est D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence à ces premières assises régionales de la mobilité inclusive. Vous êtes quasiment prêts, donc on va les faire commencer. Donc, sachez que nous anime aujourd'hui des sessions sur ces assises de la mobilité partout dans les régions où elle est présente. Et donc, c'est une grande journée pour nous de réflexion autour des plans de mobilité inclusive. On est ravis de vous accueillir. Et cette journée est donc placée aussi sous le haut patronage de la présidence de la République, Emmanuel Macron. Et on est ravis de pouvoir ensuite porter tout ce qui sera discuté dans ces régions auprès des décideurs et des acteurs pour continuer ensemble à construire les plans de mobilité inclusifs sur nos territoires. Nous, ici et aujourd'hui, en Bretagne, on va faire un focus important sur les territoires ruraux, puisque, comme vous le savez, l'enjeu mobilité il est évidemment fort sur nos territoires et tous vous agissez pour ce sujet. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Madame Brunet qui nous accueille aujourd'hui après la Ramel. Et puis, on lance donc cette journée de réflexion commune. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces premières assises donc, de la régionale de la mobilité inclusive. Merci vraiment à WeMove d'avoir pensé à Puermel pour organiser cette matinée d'échanges et de réflexion qui, je n'en doute pas, seront intéressants et importants pour nos territoires. Donc, je me présente, je suis Florence Brunet, je suis vice-présidente à la mobilité, donc à Puermel Communauté, et je suis maire d'une commune nouvelle, la commune de Val d'Oust, qui est à quelques kilomètres de Puermel. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir. C'est vrai que vous le disiez, la mobilité est un sujet extrêmement prégnant dans nos territoires ruraux. Puermel en est l'illustration, parce que c'est un vaste territoire. Je crois qu'on le présentera un petit peu plus tard. Voilà, c'est un territoire qui regroupe 30 communes et plus de 800 km². Donc, voilà, la mobilité prend tout son sens dans nos territoires. Alors, ces assises aussi régionales de la mobilité s'inscrivent dans la semaine de la mobilité et Puermel Communauté a profité justement de cette semaine de mobilité pour organiser de nombreux événements sur le territoire. Donc, ça a démarré samedi dernier où un premier forum a été organisé qui a regroupé un petit peu tous les acteurs de la mobilité. Certains sont présents ce matin d'ailleurs. Il y a aussi une soirée élue entreprise sur la mobilité. C'était mardi soir. Il y a une après-midi sciences avec des plus jeunes hier après-midi. Ce matin, il y a les assises. Il y a un apéro sciences aussi cet après-midi, ce soir. C'est un apéro, c'est ce soir. Et puis, demain, on clôturera la semaine par un ciné-débat aussi avec une projection d'un film sur le vélo. Voilà, donc ça a été une semaine assez riche là sur Puermel Communauté et ça a été l'occasion aussi de proposer la gratuité pour notre transport collectif et notre transport à la demande, mais on y reviendra aussi tout à l'heure sur ces nouveaux dispositifs. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait à peu près. Merci beaucoup. Merci. Je vais donc donner la parole à M. Adaton, qui représente donc la région Bretagne au commissaire à la lutte contre la pauvreté, pour nous donner le cadre de cette mobilité inclusive. D'accord. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, monsieur le député, bonjour, monsieur le vice-président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, monsieur Pointe, bonjour, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un grand merci à WeMove et à sa directrice régionale, Mme Virginie Watine, pour l'organisation de ces assises de la mobilité. Alors, c'est toujours un peu curieux quand on dit assises et mobilité, parce que les linguistes vous diraient que c'est un oxymore, puisqu'en fait, c'est une figure de style qui oppose deux choses a priori un petit peu contradictoires. Mais en tout cas, c'est peut-être bien, effectivement, qu'on prenne le temps de s'asseoir pour parler de mobilité, car c'est important. La mobilité, c'est un des fondements de notre société. Elle façonne nos vies, elle irrigue nos quotidiens. C'est un droit universel qu'il faut toutefois confronter à la réalité. Aujourd'hui, on estime à 7 millions de personnes, mais vous nous donnerez peut-être des chiffres un peu plus précis tout à l'heure, qui font face à des difficultés en termes de mobilité. Une inégalité d'accès qui touche un large spectre de citoyens, les plus fragiles au premier plan, et qui impacte le développement économique et social des territoires. Une problématique qui interroge, suscite de profondes interrogations, des réflexions,
et qui s'ancre au cœur de la société civile. Bien sûr, amplifiée par la crise que nous connaissons et la crise autour du prix des carburants, mais également d'une manière plus générale, et donc qui nous interroge. Le concept de mobilité inclusive ou solidaire est apparu progressivement, et c'est avant tout en fait une approche qui invite à penser la mobilité plus sous l'angle des usages que sous l'angle des déplacements. Toutes les solutions de mobilité doivent donc être envisagées pour répondre aux besoins de chacun et avant tout aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique et sociale. Il s'agit de pouvoir redonner de l'autonomie à chacun en permettant à tous d'avoir accès à la mobilité. Elle est aussi une opportunité pour déployer les projets de territoire, travailler au désenclavement et favoriser l'égalité des chances. L'accès à la mobilité, premier thème, c'est un facteur de fragilisation sociale qui risque de s'accroître dans les prochaines années, notamment lors de la transition écologique et une mobilité décarbonée. Selon l'ADEME, il existe un rapport de 1 à 2 entre les dépenses liées au déplacement qui sont consacrées par les ménages les plus pauvres par rapport aux autres. Et même, ce rapport est un rapport de 1 à 4 quand on parle de carburant, de dépenses de carburant. On pense aujourd'hui que 4 millions de personnes en France souffrent de précarité carburant. Ça, c'était des chiffres, moi, les chiffres que j'ai, c'est des chiffres de 2018. Donc, probablement qu'encore aujourd'hui, on va être dans un chiffre un peu plus fort. Et puis, bien sûr, et ça nous intéresse bigrement, l'absence d'accès à la mobilité, c'est un facteur, c'est un vrai frein à l'insertion. On parle souvent de nos freins périphériques pour l'accès à l'emploi. La mobilité, c'est peut-être le premier, en tout cas, c'est un des 2 ou 3 premiers avec le logement, la santé et le garde d'enfants. Une personne en insertion sur 2 déclare déjà avoir refusé un travail pour des raisons de mobilité. Et un jeune sur 2 qui ne passe pas le permis de conduire dit en avoir été empêché pour des raisons économiques. C'est un risque d'aggravation durant la période de transition écologique, puisque le nécessaire verdissement du parc automobile conduit à court terme à une hausse d'acquisition des véhicules, et la mise en place des zones à faible émission, les ZFE, va aussi sortir des voitures qui peuvent pénétrer dans les cœurs de ville un certain nombre de véhicules les plus anciens. Alors, les difficultés de mobilité, elles résultent de 3 causes: matérielles, absence de solution de mobilité, économique, on en a parlé un petit peu, et puis aussi cognitive, psychosociale, psychologique, liées au manque d'information. Et notamment, cognitive, c'est important parce que il y a des personnes qui ne pourront jamais passer le permis de conduire, jamais aller jusqu'à l'acquisition d'un permis de conduire. Il y a des personnes qui auront encore, malgré tout ce qu'on va faire, et je pense qu'on en parlera ce matin, qui ont peut-être encore et toujours de problèmes à se repérer sur un plan. Enfin, voilà, ces difficultés-là, il ne faut pas les gommer, il ne faut pas considérer qu'on n'est que sur un problème économique. Alors, pour répondre à ces difficultés, il y a une loi, la loi d'orientation sur les mobilités 2019, qui prévoit des dispositions relatives à la mobilité solidaire. Il y a un article 18 qui prévoit certaines dispositions. Donc en fait, l'article 18 prévoit la mise en place d'un plan d'action commun en faveur d'une mobilité solidaire, copiloté par le département et la région, sur les bassins de mobilité. Il s'agit d'apporter un conseil et un accompagnement spécifique aux personnes en insertion afin de leur permettre de trouver une solution de mobilité adaptée à leurs besoins. Cette logique d'accompagnement est notamment portée par les plateformes de mobilité, on va en parler tout à l'heure, je pense, en tant que guichet unique de mobilité solidaire. Mais les collectivités concernées commencent progressivement, alors ça fait même pas 3 ans,
à s'approprier cette nouvelle compétence. Je vous dirai un peu comment vous faites sur vos territoires respectifs. Par ailleurs, alors que cette possibilité est ouverte par la loi pour une nouvelle compétence, les AOM, intercommunalités aux régions, n'intègrent encore peu, allez, j'aurais presque envie de dire presque jamais, mais assez peu encore, la mobilité solidaire dans leur bouquet de services. Il s'agit quand même d'un enjeu majeur, car vous le savez, les budgets de ces autorités organisatrices de mobilité sont vraiment très importants. Je crois qu'on est à quelque chose comme 6 milliards hors Île-de-France. Le rôle de l'État, qu'est-ce qu'il peut être? Eh bien, il reste encore important parce que nous pouvons inciter les collectivités à s'emparer pleinement de ces nouvelles compétences. Et d'autre part, pour agir directement comme pilote du service public de l'emploi. Ainsi, la démarche France Mobilité, initiée par le ministère des Transports, a notamment pour vocation d'animer ce volet mobilité solidaire de la LOM. Et dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, quand elle a été mise en place en 2018, il n'y avait pas la mobilité. Depuis 2020, les questions de mobilité intègrent la stratégie de lutte contre la pauvreté. Les collectivités locales sont bien au cœur de l'action, et en discutant un petit peu là, avant de démarrer notre matinée, c'est bien ce dont on s'est rendu compte avec des projets que les vice-présidents décriront tout à l'heure et beaucoup mieux que je pourrais le faire. En fait, grosso modo, on a trois manières d'agir. Rendre plus inclusif les services publics de transport, à travers les questions autour de la tarification, l'information, le transport, développer des services spécifiques, le transport d'utilité sociale, les garages solidaires, et puis accompagner les publics à travers les conseils en mobilité. Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, depuis 2020, l'État a consacré 70 millions pour commencer à organiser un secteur en émergence et qui était marqué par un foisonnement d'initiatives. Les actions donc, de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté sont déployées autour de trois volets. Le développement de l'offre de conseils et d'accompagnement à la mobilité à travers la structuration d'un réseau de plateformes de mobilité, l'appui à l'écosystème des acteurs de la mobilité qui relèvent généralement du champ des activités d'insertion par l'économique. On parle de garage solidaire, on parle de location sociale, de vélo-école et également le soutien au développement du microcrédit. Et puis, l'animation de gouvernance à différents niveaux territoriaux. Alors, ce soutien financier de l'État a produit des premiers résultats positifs, mais qui pourront être amplifiés dans l'avenir pour apporter des réponses à la hauteur des besoins. Parmi ces éléments, on peut dire qu'en 2020, en France, on a pu soutenir la création de 36 plateformes de mobilité. Et aujourd'hui, en France, il y a 77 conseils départementaux qui se sont engagés dans la politique de mobilité solidaire. En Bretagne, les 4 conseils départementaux ont conventionné avec l'État pour la mise en place de plateformes de mobilité. Je crois qu'elles sont au nombre de 29, mais ça peut peut-être changer. Si ça change, généralement, c'est à la hausse. Côte d'Armor, 4, Finistère, 9, Ille-et-Vilaine, 8 et Morbihan, 10. En France, on estime qu'en 2022, France entière, on a à peu près 25 000 bénéficiaires attendus dans cette mesure d'accompagnement à la mobilité. Là, il faut signaler, je ne sais pas si Pôle emploi est avec nous ce matin. Non. Bon, parce que Pôle emploi a mis en place une prestation de conseil à la mobilité qu'il sous-traite justement avec les plateformes de mobilité, et qui est important parce que finalement, pour accéder à ces plateformes de mobilité, il faut que les gens soient orientés, peut-être qu'un certain nombre viennent spontanément, mais généralement, ils viennent soit au conseil d'orientation d'un travailleur social, soit, et je crois que c'est plus fréquent encore, via Pôle emploi. Puisque bien évidemment, quand les gens sont face aux conseillers, on parle dans quelle région pouvez-vous trouver du travail, comment pouvez-vous vous déplacer, etc. Et les conseillers Pôle emploi peuvent avoir le réflexe d'adresser les gens aux plateformes de mobilité.
Voilà, au-delà des actions financées dans le cadre des crédits, on peut avoir aussi des aides au soutien innovant. Moi, je regarde dans le cadre des crédits qui sont à la disposition pour les 4 départements bretons, comment on peut soutenir ces initiatives. Et il y a également, je vous ai dit 2 mots sur la gouvernance. Il y a une gouvernance nationale qui a été mise en place et une gouvernance régionale qui, dans certaines régions, se met en place. Et là, justement, en Bretagne aussi, on va rassembler les acteurs dans le cadre d'une gouvernance parce que vraiment, je crois qu'il y a 2 mots moi, qui me semblent les plus importants. C'est vrai qu'il y a un foisonnement d'initiatives. Ça, c'est très important. Et quand je discute avec les élus, c'est vraiment un sujet qui fait partie des préoccupations des élus, parce qu'on sait bien, on sent bien que c'est à travers cette mobilité, au-delà de créer des routes, de renforcer la sécurité sur les routes, ou de mettre en place des services en commun dédiés à tout le monde. Voilà, c'est comment on accompagne les plus fragiles dans leur mobilité. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être, c'est que l'État, avec les départements, signe des conventions dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui s'appelle les CALPAE, convention d'appui à la lutte contre la pauvreté pour l'accès à l'emploi, dans lequel nous avons justement un financement dédié sur les plateformes de mobilité et des diagnostics de mobilité, et que c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui a aidé au développement. Bien évidemment, ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir passer à l'échelle, c'est-à-dire encore amplifier. Et ça, voilà, ça fait partie des discussions que nous avons actuellement, enfin, entre administration centrale et avec voilà, les ministères, parce que nous savons bien que nous tenons là dans un contexte où on va s'approche du plein emploi, où effectivement il faut aller chercher les gens les plus éloignés de l'emploi pour les amener jusqu'à la mobilité. Voilà, messieurs, mesdames, ce que je voulais vous transmettre ce matin. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et ce cadrage très clair et très complet. Vous avez parfaitement décrit toute cette situation. J'ai la lourde tâche de prendre la suite maintenant. Quelques mots sur la précarité mobilité. Je voulais vous rappeler, ou en tout cas qu'on se rafraîchisse ensemble les idées sur ce que c'est que la précarité mobilité et la situation en Bretagne. Donc, vous le savez, pour certains, vous avez participé à notre webinaire du 5 juillet sur les résultats du baromètre des mobilités du quotidien. Ce sont des enquêtes c'est une enquête qui a été menée auprès de plus de 13 000 personnes en France et qui a permis de sortir aussi des résultats régionaux. Donc, je vous propose un petit quiz rapide pour que vous puissiez aussi vous approprier ces résultats-là. Donc, d'après vous, combien de Bretons sont aujourd'hui en situation de précarité mobilité? Est-ce qu'on parle de 1 sur 3, 1 sur 4 ou 1 sur 5? Très rapidement comme ça, à main levée, si je fais un petit sondage, qui dirait 1 sur 3? Une courageuse, 2, 1 sur 4, un peu plus, la majorité, 1 sur 5, quelques-uns. Donc, on est sur une majorité de 1 sur 4, alors en réalité, c'est 1 sur 5. C'est 20% de la population qui aujourd'hui est en précarité de mobilité, ce qui représente, si on prend les adultes de plus de 15 ans, quand même 550 000 personnes, rien que pour la Bretagne. Donc, quand vous parliez de chiffres tout à l'heure, on a effectivement beaucoup de travail pour s'adresser à ces 550 000 personnes. Le deuxième sujet, c'est de se dire comment on calcule donc, cette précarité mobilité. Donc, dans notre étude, on s'est appuyé sur 3 indicateurs. Le premier, c'est la précarité carburant. Donc, vous en parliez tout à l'heure un peu, M. Alaton, c'est vraiment le lien entre avoir des bas revenus et des dépenses élevées en carburant ou au contraire des restrictions, puisqu'on ne peut pas du tout se payer le carburant. Donc, ça, c'est 8% des personnes en Bretagne qui est touchée par cet indicateur-là. La vulnérabilité mobilité, elle est plus objective, c'est plutôt, elle est liée au lieu d'habitation et au déplacement, donc aux distances longue durée, et au fait de ne pas avoir d'alternative accessible à proximité ou de disposer de véhicules à très bas rendement.
Donc là, on est sur une moyenne aussi à 11% qui est assez élevée. Et vous le voyez sur tous ces chiffres, on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc on est particulièrement touché en Bretagne par rapport à d'autres régions. Et puis la dépendance à la voiture, ça, vous le savez aussi bien que moi, si on cumule les dépenses élevées de carburant et les distances élevées ou le manque d'alternatives, là on est sur des taux très élevés. Donc en territoire rural, on est sur plus de 92% des trajets qui sont faits en voiture de manière prioritaire. La voiture représente le premier mode de transport. Donc si on additionne ces différents indicateurs, la particularité bretonne par rapport au reste de la France, c'est qu'on a davantage de personnes qui cumulent plusieurs facteurs et donc on arrive à ce chiffre de 20% de précaire propriété et mobilité, de personnes qui sont en situation de risque pour l'un ou l'autre de ces facteurs-là. Voilà un peu comment on est arrivé à ce chiffre. Donc la question qui suit, c'est face à cette dépendance à la voiture, est-ce que les gens ont accès à des services à proximité de chez eux? Donc on leur a posé la question, proximité de chez eux, ça veut dire à portée de pied. Donc est-ce que je peux aller à pied trouver d'autres moyens de transport que la voiture? Donc là pareil, qui dirait 75%? Comme ça, à vue d'œil. 50%? 30%? La majorité, je crois que les gens vous êtes sur 30%. Alors là, on est sur 50%. Dans notre enquête, évidemment, c'est plus déclaratif. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir ce que les gens perçoivent de leur capacité, en tout cas des solutions qui sont disponibles. Et donc, si tu veux bien, Lucie, ça traite. Donc la Bretagne, c'est les chiffres du milieu. Vous voyez, par rapport à la France, on est quand même on a moins accès à des solutions autres, mais on est mieux loti, par exemple, que la Nouvelle-Aquitaine et moins que PACA. Ça vous donne aussi un peu des références. Donc, il y a quand même une personne sur deux en Bretagne qui dit avoir accès à portée de pied à des moyens alternatifs, mais un peu plus de 1 sur 2 qui n'y a pas accès. Donc, quand on demande sur les chiffres d'après, quels sont les services auxquels ils ont accès justement. On est là aussi sans surprise sur moins de transports collectifs urbains à disposition en Bretagne. Ça tient aussi à la géographie évidemment de la région et au fait qu'on a moins de grandes villes que dans d'autres régions. On voit que les aires de covoiturage, par contre, ça c'est vraiment la marque régionale et donc les gens les connaissent et les utilisent. On est très au-dessus des moyennes nationales. Et que pour tout ce qui est libre-service, en revanche, c'est déjà des choses qui sont moins disponibles sur le territoire en général, mais là, pour le coup, on n'est pas du tout avancé et on peut dire sans trop se tromper que c'est quand même très réservé aux grandes villes et que ces solutions-là ne sont pas encore mobilisées sur tout le territoire. Et puis nous, ce qui nous intéresse particulièrement dans les plateformes de mobilité, c'est évidemment les 16% de gens qui n'ont aucun service et puis les 9% qui ne savent pas, qui n'ont pas d'information, ou en tout cas qui ne se sont pas a priori appropriés le fait que des services existent. Pardon. Merci. La dernière question, c'est de s'interroger aussi sur... donc on a des gens qui sont en précarité mobilité à cause d'une forte dépendance à la voiture, on manque de solutions accessoires, mais si on proposait ces solutions, est-ce que les automobilistes d'aujourd'hui seraient intéressés ou en tout cas arriveraient à s'approprier des nouvelles solutions? Question presque binaire, oui, ils sont prêts pour le changement, non, ils ne le sont pas, ou ça dépend des modes de transport. Qui dirait ça dépend des modes de transport? Et qui dirait non, les Bretons ne sont pas prêts à changer de solution quand même, et qui dirait oui? C'est un peu partagé, mais on a quand même une majorité pour ça dépend des modes. Et effectivement, on peut voir que selon sur quoi on les interroge, on a quand même, vous voyez, les parties orange et rouge, ce sont les personnes qui diraient non, je n'essaierai probablement pas, ou non, certainement pas. Et les verts et bleus, c'est oui, on est prêt. Les gris, on ne sait pas encore, on peut pencher d'un côté ou de l'autre, ça dépend un petit peu de ce qu'on nous propose. On voit qu'il y a quand même un peu plus
l'intérêt pour changer vers la voiture électrique, certainement parce que ça semble pas si différent des pratiques actuelles et que ça paraît une bonne formule pour se dire je suis un peu plus vertueux mais ça ne coûte pas trop en usage. On voit quand même un gros frein sur le covoiturage. Le seul petit bémol sur ce chiffre-là, c'est que l'enquête a eu lieu après Covid, donc on sait que le covoiturage a beaucoup souffert des périodes de confinement et des 2 années passées. Sans doute qu'avant, on aurait eu un meilleur résultat. On voit que sur le vélo, on a une petite marge de gens qui hésitent, qu'on pourrait faire basculer peut-être plus facilement du côté favorable, parce que c'est important, c'est 9% qui ne savent pas trop. Ça dépend là aussi des infrastructures, de ce qu'on leur propose et surtout de la levée du premier frein au vélo qui est la sécurité, qui est souvent évoquée. Et puis sur les transports en commun, on a été quand même assez surpris de voir qu'il y a 25% pour qui c'est non, certainement pas, même si on avait, je ne le prendrais pas. Donc le frein là, il est relativement fort quand même. Et ce qui est intéressant aussi comme chiffre, c'est de se dire que malgré tout, sur cette moitié de personnes qui est prête au changement, 20% disent qu'elles ont besoin d'être conseillées, informées, accompagnées sur ces changements de pratique, parce que c'est pas si évident de le faire tout seul. Donc ça nous donne aussi un petit peu d'éclairage pour ce qu'on a à faire tous ensemble. Voilà, merci de votre participation. Dans ce sujet compliqué donc, de la précarité mobilité, on a souhaité mettre en avant l'expérience des territoires. Donc, Mme Prunet sur le pluriel communauté et M. Cogent, donc, je n'ai pas encore présenté, mais je donne la parole tout de suite, sur Power Communauté, pour évoquer le sujet de la gratuité dans les transports. On parle bien sûr de la gratuité pour les usagers. Personne ne prétend que les transports ne coûtent rien. Mais ça me semblait intéressant parce que la question s'est posée vraiment dans ces 2 territoires et ils y ont répondu de façon différente. Donc, l'idée, c'est de comprendre déjà un petit peu comment vous êtes arrivés chacun à cette décision. Donc, on va commencer par vous, M. Cogent, qui nous expliquer dans le Power comment ça s'est organisé. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Cogent, donc je suis vice-président en charge de la mobilité sur Power Communauté, et puis maire également d'une petite commune dans le Côte-d'Armor, Plévin, puisqu'on est une communauté de communes à cheval sur 2 départements. C'est la particularité. Communauté de communes de 11 communes, en fait. Et donc, je suis le maire de Plévin, une commune de 800 habitants. Je suis également référent mobilité sur le pays centre-ouest Bretagne, qui comprend 5 EPCI, population de à peu près 80 000 habitants et 78 000 communes. C'est un territoire à faible densité avec plusieurs polarités. Donc, il n'y a pas de très grosse ville. La ville principale, c'est Carhaix, le pôle principal du pays. 8 000 habitants à peu près, c'est un peu moins que Ploermel, mais je pense qu'il y a un petit peu la même configuration. Ce sont les territoires centre-bretons. Je pense que le PICOP, c'est à peu près, c'est peut-être un peu plus, il y a une densité moins importante peut-être que le territoire ici, mais je pense que c'est tous les territoires qui se rapprochent. Alors, sur notre communauté de communes, par communauté, donc on essaye d'appliquer pas mal de dispositifs de transport pour faire en sorte que chacun trouve un petit peu son bonheur. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la gratuité, si vous voulez, parce que c'est un peu le but de ma venue également ici. C'est quelque chose, donc on a un réseau de transport urbain qui s'appelle Eplebus, qui a été créé à l'origine par la ville de Carhaix. Et donc, c'était un transport qui fonctionnait pas forcément, qui avait une faible fréquentation, qui n'était pas adapté forcément à la ville et qui n'avait pas toujours très bonne réputation. Et les élus de l'époque ont souhaité un petit peu doper, c'est une solution pour améliorer le dispositif. C'était dans les années 2007. Ils s'étaient rendus à un séminaire qui a eu lieu à Aubagne, où qui représentait les villes françaises qui proposaient la gratuité dans leur transport urbain. Et ils ont eu des retours d'expérience intéressants.
D'une part, la simplicité par rapport aux chauffeurs de bus. Ils n'avaient pas à fliquer les voyageurs quand ils rentraient dans leur véhicule, pas à demander de carte de précarité ou autre également aussi. Il y avait une souplesse. Et du coup, l'ambiance dans les véhicules était beaucoup plus apaisée. Et puis aussi, pas de problème, pas de régie à créer, donc pas de personnel à embaucher aussi. C'était une simplicité. Et du coup, ça s'est fait très rapidement sur Carhaix. Ils ont mis ça en place dans la foulée. Et maintenant, depuis 2013, c'est la communauté de communes, Port Communauté, qui a la charge de la mobilité, parce qu'on est devenu AOT à ce moment-là, et AOM en 2019 ou 2020. Donc, ce dispositif a permis de doper de façon conséquente la fréquentation sur le transport urbain de la ville de Carhaix. C'est un circuit qui fait une boucle dans la ville. Il y a environ une vingtaine d'arrêts. Donc, c'est un circuit qui a lieu toutes les heures, donc de 9h à midi et de 14h à 19h. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, il y a la partie circuit qui se fait sur les 40 premières minutes de chaque heure. Les 20 minutes restantes, c'est une partie à la demande, où le chauffeur peut être appelé via un numéro indigo par un habitant de la ville, justement, pour venir le récupérer à son domicile et l'envoyer à un endroit bien précis dans la ville. C'est du porte-à-porte. Et donc, ce dispositif-là, donc, comme je vous disais, ça a permis de doper la fréquentation parce qu'on est passé de 3 000 à 30 000 voyageurs par an en quelques années. On a même dépassé les 30 000 parce qu'on était à 34 000 en 2019. Donc, vous voyez, c'est multiplié par 10. Donc, quelque part, on est satisfait. C'est surtout un service, c'est un choix politique qui a été fait à l'époque. Et c'est surtout un service qu'on souhaitait rendre à la population. Parce que sur nos territoires, les salaires ou les retraites ne sont pas forcément élevés, puisque beaucoup travaillent dans les métiers de l'agroalimentaire, aussi dans l'agriculture. Donc, vous voyez, les retraites, ensuite, ça va avec aussi, elles ne sont pas forcément très élevées. On retrouve souvent des personnes qui n'ont pas de gros moyens, des femmes qui vivent seules, quelquefois avec enfants. Et donc, justement, ça permet à toutes ces personnes-là de pouvoir avoir la gratuité sur un transport collectif. Merci beaucoup. Et Madame Brunet, vous êtes posé la question donc, à l'occasion de la prise de compétences mobilité. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment s'est passée la décision, comment ça s'est discuté, avec qui, et on voit que dans le Power, ça a été assez rapide finalement, et le déclencheur était ce retour d'expérience. Dites-nous, chez vous, à quel moment ça s'est passé? Alors, je commence peut-être par une présentation rapide du territoire, donc 43 000 habitants, 30 communes. Voilà quelques chiffres qui nous sont donnés aussi sur la situation des habitants de Ploërmel Communauté. La communauté de communes a pris la compétence donc mobilité en mars 2021, mais elle avait déjà fait une expérimentation assez importante des transports collectifs, du transport à la demande, du covoiturage, de location de vélos électriques, de location de véhicules aussi pour les personnes en insertion. À partir de 2018 et de la fusion Ploërmel Communauté, voilà, il y avait déjà une large expérimentation qui avait été menée sur le territoire. Et puis, avec la prise de compétences mobilité, on a vraiment étoffé les dispositifs de mobilité. Depuis le 1er septembre, là, on a un nouveau schéma et on a décliné toutes ces offres de mobilité sous l'appellation de RIV. C'est le réseau intercommunal de voyage. Donc là, sont représentés sur les cartes ce qui a été mis en place. Et ce qui est important à noter, c'est que ça a été mis en place à l'échelle de la communauté de communes. Et les lignes régulières, elles concernent 23 des 30 communes de Ploërmel Communauté, avec des lignes régulières, donc entre 4 à 8 passages par jour dans ces communes, avec une amplitude qui est assez large, du lundi au samedi.
Et puis, pour l'ensemble des habitants, du transport à la demande aussi, zonal. Alors, c'est ce qui est représenté sur cette carte-là. Le territoire de Puermel Communauté a été divisé en 3 zones qui sont reliées, chacune de ces zones, aux centralités. Donc, la centralité de Josselin, celle de Mauron et celle de Puermel. C'est-à-dire que tous les habitants du territoire peuvent déclencher une course grâce à ce transport à la demande et sont amenés sur une de ces centralités dont ils dépendent. Alors, ce n'est pas un système qui est parfait, c'est peut-être un système qui va évoluer aussi. C'est un peu court pour l'instant d'avoir un petit peu de recul, parce que je vous dis que c'est depuis le 1er septembre que tout ça est mis en place. Et puis, dans le centre de Puermel, de nombreuses correspondances aussi pour pouvoir se déplacer. Voilà, en gros, schématiquement, tout ce qui est mis en place. Et puis, on continue aussi un travail avec EOP pour le covoiturage, avec Néo-Mobilité, pour les véhicules aussi en location. Alors, concernant la gratuité, puisque effectivement, avec cette prise de compétences et ce nouveau schéma, la question s'est posée, bien entendu, ça a donné lieu à des discussions intéressantes. On en a eu beaucoup en commission mobilité, on en a eu aussi dans les comités de pilotage qu'on a fait, en bureau communautaire, bien sûr, et puis avec le comité des partenaires qu'on a mis en place aussi dans le cadre de cette compétence. Alors, j'ai repris un petit peu le tableau qui avait... on avait fait un tableau, commission mobilité, pour montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de la gratuité et pouvoir en échanger. Alors, on avait noté comme avantage, et ils étaient indéniables, et vous les avez repris tout à l'heure, c'était un parcours usager qui était facilité, on n'avait pas de questions à se poser, effectivement. Ça aussi, ça allait favoriser les changements de comportement, et voilà, on est tout à fait dans cet esprit-là, autant mettre à disposition des moyens de mobilité pour les personnes qui sont le plus éloignées, c'est bien, mais on voulait aussi que les personnes qui n'ont pas forcément de problème de mobilité puissent changer de comportement et utiliser aussi des transports en commun. Donc voilà, ça favorisait les changements. On s'était dit aussi que ça allait permettre une meilleure appropriation de l'offre et donc une plus grande influence dans les différents réseaux. Que la vitesse commerciale pouvait être aussi plus intéressante. Ça allait engendrer moins de stress pour les conducteurs. C'est vrai que c'est une charge supplémentaire quand il faut vendre les tickets à l'entrée dans le bus ou dans le TAD. On est conscient aussi que le rapport entre les recettes obtenues par les usagers et puis les dépenses, c'est peu intéressant ce rapport. C'est pas comme ça qu'on va financer notre réseau. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au niveau de la régie, c'était pas nécessaire de mettre des régies. Et je regarde Jonathan qui est chargé de mission et qui est au plus près de ces régies et même des sous-régies qu'il a fallu mettre en place. Donc, c'est pas simple. Ça, c'était pour les avantages. Et dans les inconvénients, on avait noté que ça pouvait entraîner un risque de surcharge sur certains horaires, que si on mettait la gratuité, ça serait difficile pour Puermel Communauté de revenir en arrière. Ça nous semblait peut-être plus intéressant de continuer à mettre un tarif en place et puis de se dire peut-être dans 2-3 ans, quand on aura un petit peu plus de recul sur tout cela, on pourra peut-être envisager la gratuité. L'inverse paraissait plus difficile, en tout cas pour les élus. Certains élus avaient aussi évoqué le fait que si c'est gratuit, ils pouvaient avoir le sentiment d'un service dégradé ou bien aussi un manque de responsabilisation des usagers en se disant, vous allez vous réserver une course par du transport à la demande et puis finalement, comme c'est gratuit, vous n'allez peut-être pas forcément utiliser ce moyen de déplacement. Et puis, surtout, on avait eu des échanges aussi avec la région Bretagne, puisqu'il faut savoir que sur une des lignes, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la carte, mais sur le territoire de Puermel Communauté, il y a la ligne de Bresgau qui passe, qui fait Pontivy-Rennes, et donc il y a la liaison Josselin-Puermel. On s'est dit, dans le cadre de notre déploiement, on ne va pas faire une ligne supplémentaire entre Josselin et Puermel, mais on sait que cette ligne, elle est extrêmement utilisée. Donc, l'idée, c'était de se dire que des usagers du RIF, donc de Puermel Communauté,
utilise cette ligne de Bresgo, mais via une convention avec la région. On applique aussi le même tarif que sur nos autres trajets. Et si on avait appliqué la gratuité, ça aurait été difficile d'expliquer aussi, enfin de justifier qu'il y avait de la gratuité sur un tronçon qui était voilà, une ligne de Bresgo, mais qui pouvait s'apparenter à une course du Rif. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais tout ça avait contribué en tout cas à notre réflexion. Et donc on applique un tarif, alors que certains peuvent peut-être trouver élevé, d'autres ne le trouvent pas du tout élevé. Et puis on applique aussi une tarification sociale pour les moins de 26 ans et puis les bénéficiaires de la complémentaire santé. Voilà, avec des tarifs d'abonnement mensuel et même annuel qui sont extrêmement attractifs. Donc voilà, c'est 1,50 € le ticket avec une durée de validité de 2 heures, ce qui permet aux personnes aussi d'avoir des correspondances et d'utiliser plusieurs lignes avec le même ticket. Et puis avec un abonnement, enfin un carnet de titres à 10 €, donc le ticket revient à 1 €. C'était aussi une façon de fidéliser un petit peu les usagers. Voilà, le choix qui a été fait. Et puis, vous n'avez pas renoncé complètement à la gratuité, puisque cette semaine, la semaine de la mobilité, c'est gratuit. Et vous disiez aussi que vous aviez réservé la possibilité de rendre gratuit plusieurs semaines. On a voté un bordereau au Conseil communautaire du mois de juin, de mémoire, qui effectivement donne la possibilité sur des événements un peu particuliers de mettre de la gratuité ponctuelle. De façon exceptionnelle. De façon exceptionnelle, soit pour des événements comme cette semaine-là, par exemple. Et puis le débat n'est pas clos. Hein. Ça avait été très, très discuté. Oui, en tout cas, il y avait eu des échanges vifs sur ce sujet-là. Oui. Et de la même manière, chez vous, M. Cogent, la gratuité, ce n'est pas un principe absolu, c'est vraiment, vous disiez, une décision pragmatique à un moment donné. Il y a d'autres services aussi d'Empower qui sont payants, notamment le transport à la demande, lui est payant. Donc là aussi, la distinction entre nos deux territoires n'est finalement pas si évidente. Oui, donc en fait, le transport gratuit, c'est sur la ville de Carhaix, donc qui représente quasiment la moitié de la population du territoire, et donc c'est concentré. Donc, autrement, effectivement, nous avons le transport à la demande, comme sur votre territoire également aussi, qui est organisé en partenariat avec Transdev et les artisans taxis du territoire. Et donc, c'est 5 demi-journées par semaine. Et donc, ça, c'est du porte-à-porte. C'est du TAD, le porte-à-porte, c'est pas du zonal. Donc, la personne appelle le jour avant et on vient la chercher à son domicile par les artisans taxi pour l'envoyer faire des courses chez le médecin ou autre et la ramener chez elle. Donc, c'est 2 € l'aller, 2 € le retour. Autrement, sur les autres dispositifs que nous avons sur le PCP, et puis je tiens à souligner que le transport à la demande, c'est un système de mobilité qui fonctionne drôlement bien sur le territoire. Je pense que c'est un de ceux qui fonctionne le mieux. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer, ça ne convient pas à tout le monde, et on essaie de trouver une de solutions pour travailler également avec EOF, avec la plateforme Wesco, avec Vivo. Et concernant la gratuité, donc on a aussi développé, sur d'autres dispositifs, puisque lors du festival qui a lieu tous les ans au mois de juillet, les charrues, donc on fait le transport gratuit aussi, avec le bus et les charrues pendant 4 jours, donc avec 3 allers-retours chaque jour sur le territoire, avec 5 lignes de bus à destination des communes rurales, une ligne interne sur Carhaix et une autre à destination du camping qui est bondé à ce moment-là. Donc, c'est 8 000 personnes transportées sur les 4 jours. Et l'été, puisque nous avons 2 bus en Belgique, 2 bus de 55 places qui ne tournent pas l'été, qui réalisent le transport scolaire au long de l'année autrement sur la ville de Carhaix. On les utilise pour envoyer
nos habitants à la plage gratuitement également aussi. Donc ça, c'est tous les mercredis. Il y a 8 mercredis durant l'été. On choisit des destinations, les plages de la pointe bretonne, de Finistère principalement, mais ça arrive aussi Morbihan et les Côtes d'Armor aussi, si on va à Tréverdun ou un Ploumanac, par exemple. Et ce dispositif est en place depuis 2010 et il rencontre un franc succès également aussi parce qu'on a battu le record cette année, c'est 1234 personnes transportées sur 8 mercredis. Alors, je ne vous dis pas, quelquefois, quand ils arrivent sur une plage, c'est 4 bus qui arrivent en même temps. Il ne faut pas que la plage soit trop petite parce que ça fait du monde d'un seul coup. On a des jours où, effectivement, on arrive à envoyer 200, un peu plus de 200 personnes. Donc, ça, c'est un dispositif qui est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mixité sociale. Tout le monde se l'approprie. Parce que certaines personnes, des fois, avaient des préjugés par rapport à ce dispositif-là. Et donc, en fait, vous avez à la fois des mamies qui vont entre elles, vous avez des familles également aussi, vous avez des gens qui passent leurs vacances sur le territoire qui peuvent aussi y aller, et puis aussi les ados qui ont 14-15 ans et qui, entre 4-5 copains, on va à la plage et ils prennent le bus à 11h30 sur la place et reviennent de 18h30 sur Carré. Donc voilà, ça c'est un des dispositifs de gratuité que nous avons mis en place également sur le territoire. Voilà ce que je fais le tour. Merci. Pour parler des questions qu'il fallait poursuivre, le financement de ces dispositifs, donc vous avez mis en place le versement mobilité pour votre communauté. Si je ne me trompe pas, ça représente 75% du financement de vos services de transport. Et vous, M. Cogent, vous me disiez que c'était le budget général de la collectivité sur le budget de fonctionnement, avec donc des chauffeurs qui sont des agents municipaux. Et pour vous, le sujet, c'est évidemment l'investissement sur le matériel. Est-ce que sur ce modèle de financement, ce modèle économique, vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, ça a un coût social, un reste à charge à la collectivité. C'est vrai qu'on est une des seules intercommunalités à ne pas avoir mis en place le versement mobilité. On peut le faire puisqu'on a un réseau de transport urbain. C'est quelque chose qu'on avait évoqué dans les années 2015. Les gens souhaitaient le mettre en place avec le président. Et on a bien senti un tollé au niveau des chefs d'entreprise. Donc, on s'est dit, bon, on attend, on mettra ça une autre fois. Et là, on avait décidé de le faire là, prochainement. Et vu le contexte actuel d'augmentation des coûts, j'ai un doute, je ne pense pas que ce soit opportun non plus, parce que les entreprises aussi charges supplémentaires du fait du coût des énergies. Donc voilà, c'est en réflexion chez nous et on aimerait bien le mettre en place parce que ça nous apporterait quand même une manne financière pour ce qui est mobilité. Je vois sur votre chez vous, c'est 75%, donc ce n'est pas négligeable. Nous, le coût social du dispositif, c'est 96 000 € par an pour le transport gratuit et le bus dans la ville de Carré. Sur le versement mobilité. Oui, sur le versement mobilité. Je vais juste avant revenir un petit peu sur la gratuité ou non. Nous, en tout cas, on était partis aussi sur le principe que si on faisait un tarif, on l'appliquait pour tous nos dispositifs et on n'envisageait pas de le faire payant pour le RIF-Bus et pas pour le RIF-TAD et d'appliquer vraiment le même tarif. Voilà. Donc, il y a un choix qui a été fait aussi un peu différent, mais voilà, si ça avait été gratuit, ça aurait été pour tout ou tarif pour tous les offres de mobilité aussi pour qu'il y ait une certaine équité quand même sur le territoire. Concernant le versement mobilité, effectivement, on l'a mis en place depuis le mois de juillet. Alors, on avait organisé plusieurs réunions avec à destination des entreprises. On avait eu un premier webinaire
On avait convié toutes les entreprises du secteur, enfin, toutes celles qui allaient être soumises au versement mobilité. On avait eu un succès très mitigé, on va dire, sur la fréquentation. Hein. Il y avait très peu d'entreprises à être représentées. On a organisé ensuite un petit déjeuner à destination des entreprises aussi pour, voilà, pour aborder avec eux les conditions de ce versement mobilité. Pareil, on a eu 10% des entreprises qui étaient là, mais toutes les entreprises, en tout cas, avaient reçu une invitation et un courrier les informant de ce versement mobilité. Donc, on n'a pas eu de retour, en tout cas, négatif. Donc, on l'applique. Hein, ça correspond à 0,55% de la masse salariale. Alors, il y a les entreprises. Il faut savoir que le versement mobilité, il s'applique à toutes les entreprises ou les collectivités, communautés de communes de plus de 11 salariés. Donc, les entreprises sont des contributeurs, bien entendu, mais aussi la ville de Ploërmel, Ploërmel Communauté, et puis quelques autres communes qui emploient plus de 11 salariés. Mais en tout cas, on n'a pas eu de levée de bouclier ou pas de retour des entreprises. On a rencontré certains chefs d'entreprise qui nous disaient la mobilité, pour nous, c'est pas seulement non plus d'envoyer des salariés à la porte de notre entreprise, mais c'est aussi de savoir qu'en tant qu'habitants de ce territoire, eh bien, le mercredi, nos enfants peuvent se déplacer ou avoir des activités. Voilà, c'était pas non plus, c'était plus large en termes de mobilité. Voilà, donc on n'a pas, mais c'est vrai que le budget est important puisque tout ce qui a été mis en place, c'est un peu plus d'1,2 million. Et le versement mobilité abonde autour de 950 000 €. Donc, c'est énorme. Voilà. Et le reste, donc, pour les collectivités et la communauté de communes. Du coup, c'est un bon argument à retenir, le fait que la collectivité elle-même est le premier contributeur, finalement, ou en tout cas un des plus importants. Ça peut faire passer la pilule aux entreprises, cette expression. Mais c'est vrai que ça peut être un frein au niveau des entreprises, on comprend bien. Et puis, ça dépend aussi beaucoup du territoire et de l'organisation des territoires. C'est vrai que dans le Power, les entreprises sont très isolées. L'accès, c'est plus difficile d'y amener du transport en commun. La dernière question que je voulais vous poser à tous les deux, c'était, quand vous avez commencé, monsieur Grosjean, à y répondre un petit peu sur le public qui utilise les services. Et pour vous, c'est un petit peu tôt pour avoir des retours sur cette tarification et l'usage, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous communiquez auprès de la population donc, sur ces différents services, si vous avez eu des retours déjà d'expérience ou d'usage qui vous ont aidé notamment à ajuster un peu les horaires, l'emplacement des arrêts. Je sais qu'on avait discuté beaucoup avec les chauffeurs qui sont eux à l'écoute en fait, des usagers et ça arrive très souvent de déplacer des points de façon souple. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce lien avec les usagers? Oui, comme vous dites, Mathilde, donc on se base effectivement sur les chauffeurs pour justement remodeler le circuit quand il y a besoin. S'il faut rajouter un arrêt, par exemple, on s'est réunis il y a pas plus tard que la semaine dernière, justement, pour une nouvelle création d'arrêt, donc puisque un point d'arrêt où le décathlon vient de se déplacer en centre-ville, il était à la périphérie auparavant, et puis un magasin Action qui est juste à côté aussi. Donc voilà, on essaye d'ajuster au mieux suivant les demandes, et on fait de temps en temps des réunions comme ça avec les chauffeurs, ils savent les besoins, les facilités qu'on peut avoir, mais on ne peut pas trop déborder non plus parce qu'il faut qu'on reste dans le timing des 40 minutes pour faire le circuit sur la ville de Carré. Ça peut jouer à 2-3 minutes près. Autrement, on communique, donc vous avez des flyers que j'ai envoyés là, vous pourrez les consulter à la fois sur Avec le Pulse et sur Taxicom, la partie transport à la demande. Concernant le public qui fréquente le bus, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent des gens effectivement qui sont en proie à des difficultés, souvent, mais pas que. Il y a aussi des jeunes, des ados, ne serait-ce que pour se rendre à l'apprentissage, à un stage, ou
autres qui le prennent également aussi. Donc, bien évidemment, des personnes seules. Et puis, sur le territoire nouveau, on constate aussi depuis un certain nombre d'années, je pense que ça peut être le cas chez nous aussi, on a énormément de gens qui viennent habiter, qui viennent d'autres régions de France, qui viennent du Nord, de Normandie, d'un peu partout. Parce que maintenant, on achète une maison en regardant le pourquoi sur Internet. Et quelquefois, ces personnes-là, elles n'arrivent pas forcément toujours à Carhaix non plus, mais vont arriver dans les petites communes environnantes. Et pas de véhicules, quelquefois aussi. Elles arrivent avec leurs propres difficultés. Donc, ce n'est pas la majorité, ce sont quelques cas. Et ces personnes-là se retrouvent très rapidement sur la ville-centre, sur Carhaix, au bout d'un certain temps, parce qu'elles voient bien que c'est très compliqué de se déplacer sur les communes rurales. Ça parle de transport à la demande. Et donc, justement, ils utilisent le transport sur la ville de Carhaix pour faire déplacer. Concernant la communication, donc il y en a eu aussi beaucoup. Je pense que ce n'est pas encore suffisant parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes encore sur le territoire qui semblent ne pas être informées de toutes ces nouvelles offres de mobilité. En tout cas, il y a eu plusieurs points de presse qui ont eu lieu cet été. Il y a eu une présence importante sur les différents forums dans les communes. La présence aussi dans les supermarchés au mois d'août. Et puis, il y a un guide du voyageur qui a été édité, là, qui est aussi à disposition et qui regroupe, ce guide de voyageur regroupe tous les services de mobilité de Clermont Communauté. Il est assez complet et assez intéressant à s'approprier aussi pour se rendre compte un petit peu de toutes les possibilités qu'on a pour se déplacer sur le territoire. Et ce qu'on n'a pas fait encore et qu'on souhaitait faire, c'est réunir aussi tous les agents des CCAS des différentes communes et les agents d'accueil des mairies aussi pour que ces personnes-là puissent renseigner tous les habitants. On ne l'a pas encore fait, on l'avait prévu la semaine prochaine et le temps passe vite. Donc, on va le faire au mois d'octobre et ça nous semblait extrêmement important. Et puis, il y a le site internet de Clermont Communauté qui regroupe aussi le guide du voyageur. Voilà, c'est vrai, comme on disait, c'est un petit peu tôt encore pour faire un bilan de ce nouveau déploiement. On a un point à faire avec les transporteurs début octobre. Donc, voilà, on sait que ça grimpe, là, la fréquentation. Donc, c'est rassurant. Le transport à la demande, on sait que ça démarre tout doucement, que c'est un peu plus compliqué en tout cas et que ça nécessitera peut-être un peu plus d'accompagnement et de communication sur ce transport à la demande. Et on est persuadé aussi que c'est un moyen de se déplacer qui correspond à notre territoire. Par rapport à la communication, je voulais dire aussi, là, c'est à l'étude. Alors, c'est au sein du PICOP, on va réaliser un guide de la mobilité, mais ça va être personnalisé en fonction des EPCI, 5 EPCI. Et donc, c'est un petit guide qui va retracer tous les types de mobilité, transport à la demande, transport gratuit, Praise-Go, tous les lignes Praise-Go qui parcourent le territoire également aussi. Et également sur notre territoire, donc il y a plusieurs lignes de la région qui passent aussi. Et depuis le 1er septembre, mais merci la région, parce qu'on a eu pas mal de réunions avec eux justement pour mettre ça en place. Ils ont accepté de densifier toutes les lignes Presco qui traversent le territoire du centre-ouest de Bretagne. Un investissement de 450 000 € chaque année, donc c'est important. C'est un plus pour les habitants qui vont de Carhaix sur d'autres territoires, Lorient, Châteaulin, l'idéal. Et autrement, sur notre territoire, on travaille beaucoup aussi avec, on réfléchit par rapport à de covoiturage. Covoiturage virtuel. On travaille actuellement avec à côté, un programme à côté, en lien avec Certinergie et la Rouverte, justement, proposer en fonction des flux qui existent sur nos différentes voies, proposer des lignes de covoiturage virtuel. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quelques mois et qui vont être mises en place à partir de 2023. Par ailleurs aussi, on a travaillé avec
travaille toujours d'ailleurs avec EOP, justement pour le covoiturage solidaire cette fois. Et alors, on a fait une opération avec eux, c'était juste avant le Covid. C'était très intéressant parce qu'on est rentré dans les zones d'activité économique de leur communauté. Les zones les plus importantes, où il y a 600 salariés dans l'une d'entre elles et 400 dans l'autre. Et donc, on avait réuni donc, les DRH de ces entreprises-là, justement, pour inciter les salariés à effectuer du covoiturage, en sachant qu'il y en a qui le font déjà depuis quelques années systématiquement, mais le but c'était de doper justement le covoiturage solidaire. Et l'analyse de leur part était assez fine parce que justement ils avaient un schéma sur la Bretagne avec la cartographie de tous les salariés sur les voies où ils passaient pour se rendre aux différentes entreprises. Et donc, le Covid est arrivé derrière et ça a un petit peu stoppé cette animation. Donc, justement, il commençait un petit peu à prendre de l'élan. Mais on a remarqué quand même que lorsque nous avons organisé ce point avec EOP, le nombre de covoitureurs avait augmenté sur la plateforme Briscoe sur notre territoire de façon assez importante. Voilà, on réfléchit autrement sur le lot de stop organisé également aussi avec des points d'arrêt sur le territoire. Beaucoup de projets encore sur le territoire. Merci pour ces témoignages passionnants. Je vous propose on va laisser des questions du coup, et je pense que vous aurez l'occasion de répondre à beaucoup de choses. Donc, vous avez un petit quart d'heure de questions sur, alors, soit sur les dispositifs de ces deux territoires, soit sur la gratuité, on va se restreindre. N'hésitez pas, en tout cas, et puis, on en gardera ici pour répondre. Et n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des remarques qui sont des questions aussi, monsieur le député? Oui, je pense que je n'ai pas forcément besoin de. Donc, c'est quoi cette histoire de location de voitures solidaires? Permet la... C'est permet la communauté à conventionner avec Néo-Mobilité, qui est une association qui est dans l'insertion, énormément dans l'insertion. Et donc, il y a 3 véhicules qui sont mis à disposition pour des tarifs extrêmement peu élevés, qui sont mis à disposition des personnes qui sont en nombre de véhicules et qui en ont besoin pour aller soit à un entretien d'embauche, soit parce que la voiture est en panne et qu'ils en ont besoin pour aller au travail. Voilà, et elles sont prises en permanence. Ces véhicules, voilà. Vous êtes là, 56? Ah bah, mais oui, vous voulez rajouter. Mais oui, c'était très complet. Effectivement, il y a 3 véhicules qui sont dans la communauté. Pour les personnes, alors, soit en emploi, soit en formation. Oui, c'est pour la formation. Oui. Et puis, on avait fait un point cet été, justement, avec Néo 56 pour envisager éventuellement autre chose. Bonjour, moi j'avais déjà des remerciements à faire. Donc, je suis Fanny Mathieu, chargée de projet Comme Inclusif sur le territoire de Rostrenin, territoire très rural aussi. Les difficultés qui sont rencontrées par les adhérents au projet et par les personnes en précarité, puisque c'est eux que l'on accompagne prioritairement pour un retour à l'emploi ou à la formation. Déjà, je voulais aussi remercier la région parce qu'il est vrai que depuis septembre, les trajets qui ont été augmentés et en termes d'horaire et en termes de nombre correspondent davantage à un retour à l'emploi ou à la formation. Et ça, c'est un gros plus pour notre territoire. WeMove aussi, qui est un gros partenaire pour nous et qui permet et qui soutient vraiment énormément l'accès à l'emploi, notamment avec la vocation de véhicules à tarif social, comme on vient de le souligner avec Néo. Nous, sur notre territoire, c'est WeMove qui s'en charge et ça a permis à plusieurs de nos adhérents de retourner à l'emploi.
Et donc, en parallèle de travailler l'accès à un microcrédit et l'achat d'un véhicule personnel, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus sur nos territoires et WeMove répond quasiment à toutes nos demandes aujourd'hui. En termes de transport à la demande, il y a des projets aussi qui sont réfléchis sur nos territoires, et notamment celui d'avoir accès à un tarif social, parce qu'il est vrai qu'un trajet coûte aujourd'hui 2,50 €, donc 5 € l'aller-retour, qui sur un RSA représente un coût budget. Donc il a été soumis au pays COB la possibilité de mettre en place un tarif social, notamment pour se rendre sur des rendez-vous de santé, des rendez-vous d'insertion. On est concerné aussi actuellement, l'association prend en charge pour nos adhérents ce tarif-là, mais il est vrai que ça a un coût aussi, et que voilà, on est financé à 70% par l'État, et donc ça a un coût pour toute la communauté. Moi, j'ai 3 petits points sur lesquels j'aimerais revenir et qui pourraient peut-être faire avancer cette question de mobilité sur notre territoire. Le premier, c'est avoir une plateforme gratuite pour réserver le transport à la demande. Parce qu'aujourd'hui, c'est un numéro qui est payant et du coup, nous, ça ne favorise pas l'autonomisation de nos publics parce qu'on appelle pour eux avec nos téléphones pro. Parce que sinon, ça a un coût pour eux. Du coup, là, il y a un petit bémol sur l'autonomisation des publics face à la mobilité et face à l'accès au transport à la demande. Le deuxième point, ce serait l'aide pour l'achat d'un véhicule à assistance électrique. Aujourd'hui, j'accompagne 2 adhérents pour l'achat d'un véhicule à assistance électrique. Et j'ai demandé à la MDD du 22, du coup, aux assistants sociaux, qui m'ont répondu qu'actuellement, hormis le bonus écologique, il n'existait pas sur le territoire, en tout cas de Haute-Rhonin, une aide pour l'achat d'un véhicule électrique. Donc, je voulais savoir si au niveau régional, départemental, au niveau de la Comcom, il existait, j'ai vu sur, de manière peut-être plus territorialisée qu'il existait des aides. Alors, nous, sur le territoire de Haute-Rhonin, actuellement, il y a, hormis le bonus écologique, sachant que pour des personnes qui sont en insertion, le prix d'un vélo est énorme et représente 2 mois de revenus, donc au minimum. Donc là, ça pose des difficultés aussi dans l'autonomisation de la mobilité au niveau de nos publics. Et enfin, le dernier point, c'était plus une idée que j'aurais aimé soumettre. Il existe aujourd'hui des aides pour passer le permis de conduire qui sont destinées aux moins de 30 ans. Et du coup, en échange de bénévolat sur des associations du territoire, une aide leur est versée pour l'aide au passage du permis de conduire. Aujourd'hui, je voulais savoir s'il était possible d'étendre cette aide à des personnes de plus de 30 ans qui n'ont pas accès à l'aide à la mobilité de Pôle emploi et qui se retrouvent financièrement en difficulté pour passer le permis. Voilà. Désolée d'avoir un peu longue. Je vais répondre sur l'aide à l'achat. Oui. Merci pour ces questions très précises. Je crois que le département 22 devait être présenté. Je ne sais pas si. Non, oui, si là. Vous pouvez répondre sur les aides du département peut-être, et puis je vous redonne la parole. Sur les aides du département, donc en effet, on n'a pas donc ces aides du département, le département n'a pas, je dirais, la compétence mobilité. Donc c'est normalement la compétence mobilité, c'est les intercos qui les ont, et donc en règle générale, c'est les intercos qui donnent ces aides. Je fais partie aussi d'une interco. Donc là aussi, on facilite aussi l'achat de vélos. Donc ça, votre interco, c'est CKB. Ouais. Donc il y a de la réflexion donc, à mener là-dessus. Néanmoins, on ne veut pas en touche. Tout à fait. Moi, je voulais revenir sur autre chose. Là, on parle donc, de mobilité en territoire rural au niveau de collectivités, mais on a aussi de la mobilité intercollectivité. Donc, on n'a pas parlé du tout de l'usage du train. Je pense, Dominique Aujean, à Carhaix. Oui. On doit travailler donc, avec les Côtes d'Armor sur cette ligne Guingamp-Carhaix, oui, qui est pour moi d'une importance capitale.
qui va demander des investissements également très lourds. On se retournera forcément vers l'État, la SNCF, autour de 30 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte et faire aussi donc, ce qu'on appelle la gare de Carrel, une gare donc, intermodale, où il y a justement Flexgo qui permet donc, de déposer, etc. Bref. Donc ça, ce sont des choses qu'on aura forcément donc, à discuter. Non, c'est juste un mot pour dire qu'effectivement, sur PRML Communauté, on a mis en place un aide à l'achat pour des vélos électriques à partir de l'an dernier, que ça a un succès très, très important. Les demandes ont explosé. Ça demande aussi du travail au niveau administratif, mais voilà, ça correspondait en tout cas à une attente aussi sur le territoire. Je crois qu'on est presque à 300 demandes d'aide à l'achat, et dans ces cas-là, voilà, ça déclenche aussi le bonus de l'État, ce qui n'est plus le cas maintenant. A priori, depuis le mois de juillet, ce n'est plus conditionné quand même à une aide de la communauté de communes. Peut-être. Oui, il y a un site qui est de Pôle emploi qui est intéressant, lesaideemploi.fr, je ne sais pas qui est vraiment très axé pour l'instant sur la mobilité et qui permet d'avoir une bonne connaissance de tout ce qui existe en matière d'aide financière ou en matière peut-être d'opérateurs de mobilité. Lesaideemploi.fr. Pôle emploi, s'il était là, vous aurez bien expliqué ça. Voilà. Alors, répondre à la personne de Rostrana, puisqu'elle posait l'habitat, l'agence locale de l'énergie du centre-ouest de Bretagne. On a une convention avec la Fondation Abbé Pierre qui s'appelle Zéro Abandon. Donc, on a un fonds pour aider les personnes qui se retrouvent en situation de précarité énergétique. Et on a déjà financé et accompagné dans le financement de vélos électriques sur le territoire pour des retours à l'emploi. Ça peut vous intéresser pour vous rapprocher de vous. juste en complément, c'est aussi le rôle de nos conseillers de mobilité sur les plateformes d'articuler toutes les aides qui peuvent exister. Et on a réussi une fois pour une personne à avoir un reste à charge de 20 € sur l'achat d'un véhicule électrique parce que tout a réussi à bien se combiner. Ce n'est pas forcément facile, c'est un travail de dentelle qu'ils font au quotidien, mais effectivement, quand l'impulsion du territoire donne une première aide, ça aide ensuite à débloquer d'autres choses. Oui, bonjour, Simone Jamila, réseau de la Fondation de France. Je voulais vous dire, notamment aux travailleurs sociaux, que la Fondation de France lance des appels à projets, notamment des bourses aux jeunes, où on accompagne tous les projets, notamment de mobilité et de passage de permis de conduire. Tout s'arrête à 26 ans. Donc, ça ne va pas répondre à votre question, mais je pense que c'est intéressant que cette information soit aussi diffusée sur le territoire. Voilà. Vous m'entendez? Hélène Garnier, région, direction d'information. Je pense que pour l'achat de véhicules, Pôle emploi peut également. C'est peut-être pas indiqué sur le site parce que je pense que c'est laissé aussi à la discrétion du directeur. Mais il y a des aides comme ça, à l'emploi, qui sont envisageables. Et pour, je parlais de quoi, Fanny? Oui, pour le passage du permis de conduire, il y a un projet, alors. L'émergence de projet, mais en tout cas, il y a des discussions sur le centre-ouest Bretagne pour une auto-école. Donc, je pense que potentiellement, ça pourrait être une réponse. Et là, il y aura, je pense, a priori, pas de restriction d'âge, ce sera vraiment sur des publics identifiés comme prioritaires. Évidemment, pour les deux personnes que j'accompagne, c'est peu compliqué. Bonjour, Anne-Marie Mollin pour la Croix-Rouge, l'unité locale brocéliande, basée ici à PML. Concernant le permis de conduire, nous avons un partenariat avec la mission locale ici et donc on participe au financement de permis de conduire pour les jeunes de moins de 26 ans sur les dossiers que nous sommes soumis par la mission locale. C'est vrai que la majorité des aides
avec le permis de conduire, sont destinés aux jeunes. C'est un peu ça que je vais soulever ce matin. Et pour les personnes de plus de 30 ans qui ont un parcours d'insertion, aujourd'hui, avec une initiative au niveau du ou alors de manière plus locale, qui aide à l'accès à la mobilité. La seule aide aujourd'hui que l'on peut mobiliser, c'est l'aide à la mobilité de Pôle emploi, qui est donnée une fois dans la vie d'une personne, qui est de 1 200 €, donc c'est quand même une aide très conséquente, qui peut aider au passage du permis de conduire, mais qui est difficilement donnée. Voilà. Donc, je pensais, moi, dans l'idée, peut-être mener de manière un peu plus locale des idées comme il en existe sur nos territoires, qui sont destinés aux moins de 26 ans. Et donc, sur le territoire de Frein, les bouquinettes qui est versée en échange de 60 € de bénévolat. Ça peut avoir pour nous double sens, parce que c'est la mise en action des personnes qui sont dans les parcours d'emploi, l'accès au bénévolat, c'est comme ça de mobilité. Et en même temps, les accompagner dans l'optimisation de la mobilité avec le peut-être du permis de conduire, l'achat, ça pourrait aussi servir à l'achat d'un véhicule à assistance électrique, par exemple, pour les personnes qui ne souhaitent pas se bénéficier. Donc voilà, je venais ce matin pour soumettre un peu l'idée aux politiques locales d'augmenter, d'ouvrir davantage ces initiatives à des publics en insertion, mais de plus de 26 ou de plus de 30. Et pour rebondir sur ce que vous dites, donc je suis Lucie Disserand, chargée d'activité et conseillère mobilité chez Wimove. Effectivement, on a la même difficulté à mobiliser pour un public plus âgé les financements sur le permis de conduire, notamment s'il y a plusieurs échecs. Permis de conduire avec une seule chance de Pôle emploi, un compte CPF qui n'est pas forcément facile à utiliser, où on entend beaucoup d'informations contradictoires sur comment le mobiliser. Quand il n'est pas approvisionné, puisqu'on a eu peut-être des arrêts de travail, qu'on a s'occupé de ses enfants et qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Donc effectivement, en tant que conseillère mobilité, on peut vous dire que notre travail, c'est de chercher toutes les solutions du territoire. Et s'il existe un panel de solutions du territoire, alors du coup, votre territoire va couvrir des besoins. On peut vous encourager effectivement à vous embarrer de cette question pour un public de plus de 30 ans, et notamment avec des auto-écoles sociales, etc. C'est une très bonne idée. Je vais repasser la parole. Une question là-bas. Le cheminement entre les interpros qu'il y a eu pour que le transport à la demande puisse venir notamment sur Carhaix, parce que les offres de soins chez nous, l'hôpital est sur Carhaix, et dans le parcours où le transport à la demande des autres communautés de communes au départ ne venait pas sur Carhaix, ça a été un petit peu laborieux, mais ça s'est fait et je trouve que c'est une belle réussite. C'est vrai que c'est une volonté de beaucoup d'élus, justement, de pouvoir passer les frontières d'une intercommunalité. En fait, on a fait une étude au sein du pays. Le problème, c'est que les intercommunalités, ce sont elles qui sont autorités de mobilité, et donc souvent, elles ne peuvent pas sortir de leur ressort territorial. Et donc, on avait fait une étude avec le cabinet Mobilis pendant quelques mois, et pour justement faire un transport à la demande au sein du pays Centre-Est Bretagne, intercommunalité. Et c'est à la suite de ça, justement, parce que la région participait avec tous nos échanges, que la région a proposé de renforcer toutes ces lignes Bresco. Et voilà, du coup, on est resté là. Enfin, nous, en tant que communauté, on a demandé l'autorisation à la région de sortir de notre ressort territorial, parce que, par exemple, on va également dans les EHPAD voisins, puisqu'on a des habitants au territoire qui peuvent être aussi bien grosses qu'en un qu'à. Après, c'est des demandes qui doivent être faites via la région, pour une contractualisation avec les intercos et la région pour faciliter ces déplacements-là. Je voudrais revenir également aussi par rapport à ce que vous disiez à Rostrona. Effectivement, comme disait le vice-président département, peut-être voir avec les élus, la CCKV,
Monsieur Le Bon, hein, le vice-président de la mobilité. Et vous voyez, chez nous, un peu en communauté, on a mis ça en place, l'aide à l'achat de vélos électriques en 2020. Et cette année, il y a quelques jours, on avait pris 12 000 euros pour l'année 2022. On a rajouté 6 000 parce que on est arrivé à 130 demandes supplémentaires cette année. Donc, voilà, il y a une très forte demande. Et chez nous, donc on ne demande pas, donc c'est 200 euros pour tout le monde, peu importe les revenus. Mais ce qui est intéressant, comme disait Mme Frenel également, c'est que depuis le mois d'août, cette aide-là peut être cumulée avec l'aide de l'État. Donc, au final, je dirais une personne qui fait l'acquisition d'un vélo, on va dire, un premier prix, on va dire à 1 000 euros, pour avoir une aide quasiment de 500 euros. Ce sera un reste à charge de 500. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? La gratuité vous inspire un peu plus que ça, du coup, pas de remarques particulières. Effectivement, pour faire écho à ce que vous disiez, monsieur, on s'est concentré là sur les transports mis en place par les EPCI, mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les transports interdépartements et notamment sur des territoires comme le COP, qui sont à cheval sur 3 départements. Il y a beaucoup à dire et à discuter, mais ça fera l'objet d'une autre rencontre, j'espère. Je vous propose maintenant qu'on passe à une autre séquence d'échange entre vous. On va pouvoir se mettre en table par groupe. Donc, soit vous restez comme vous êtes, soit vous vous dispersez un peu si vous êtes plusieurs d'une même structure ou d'un même territoire. Par exemple, ça peut être bien de vous répartir un petit peu. Je ne vise pas les autres, mais quand même, séparez-vous. Et puis, on va donc aborder ce sujet des plans de mobilité et l'objectif commun. L'ambition de ces échanges, c'est de commencer à construire ensemble une sorte de boîte à outils qui pourra nous servir aux participants ici, mais aussi à ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pour partager des bonnes idées, des bonnes pratiques, des projets en place, pour nourrir ces plans de mobilité d'inclusif. C'est ce schéma-là qui nous porte, c'est cette envie-là qu'on a envie de pousser. Et donc, au-delà de toutes les solutions pratiques de mobilité que les uns et les autres, vous allez pouvoir partager, c'est de se dire comment ces solutions, elles sont par nature inclusives, comment on peut les rendre inclusives. Et la gratuité n'est évidemment pas la seule clé d'entrée. Donc, je laisse libre cours à toute votre créativité, mais surtout à vos expériences pour partager ça. Donc, on va se donner un temps de 1h15 à peu près en groupe pour aborder cette question par différents axes. On aura donc un sujet sur, une première réflexion sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans un plan de mobilité inclusif, une autre sur les leviers dont vous pouvez disposer pour construire ces plans. Sans surprise, sont pendant les obstacles à dépasser, à surmonter, et puis comment on peut mobiliser le comité des partenaires sur les territoires sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tous vous êtes au fait des comités de partenaires, mais pour certains territoires c'est en place, sur d'autres c'est pas du tout le cas, et souvent quand ils sont en place, ils sont composés d'opérateurs, personnes qui représentent les transporteurs et les infrastructures. Donc, la question de l'inclusivité, on en parlait tout à l'heure avant, elle n'est pas forcément prioritaire, ce n'est pas forcément ce qui vient en premier. Et charge à nous aujourd'hui de montrer comment ces comités partenaires peuvent y contribuer. Donc, je vais laisser la main à ma chère équipe WeMove, donc un animateur de table va venir avec vous pour organiser un petit peu ces débats. Et puis, on va faire 20 minutes sur chaque thématique, maximum, et je verrai autant. Bien sûr, je redonne un petit peu le cadre. On est dans le cadre d'un échange, donc je vous demande de l'écoute et du non-jugement sur les idées qui peuvent être sorties, et puis un minimum de confidentialité. Je vous l'ai dit, l'idée c'est de construire une boîte à outils, donc les résultats seront partagés, mais bien sûr, ce qui est dit entre vous sur les expériences vécues reste dans ces échanges de confiance. Voilà, je crois que je ne peux pas m'oublier, donc je vais vous laisser
Vous pouvez aussi, sentez-vous libre de reprendre un café, faire une petite pause de 2 minutes si besoin, de bouger, de changer de table, changer de configuration. Merci.